Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique vidéo spéciale Rentrée littéraire 2018. Cette année, ce sont 567 romans qui sortent pour cet événement parmi les 10 000 publiés par an. Et parmi eux, j'en ai sélectionné 30, ni plus ni moins. Ce qui donne à peu près 5,5% en tout. Si ma mémoire est bonne, et de toute façon, j'ai jamais été très fort en maths. Au programme, beaucoup de premiers romans, des coups de cœur, des coups de foudre, mais aussi de belles pépites et de jolies surprises. J'ai voulu donner cette chance un peu à tout le monde, aux primo-romanciers, aux petites maisons d'édition comme aux plus grandes, et aux auteurs que j'aime particulièrement, donc il y en aura pour tous les goûts. Oui, j'aime tenir un bon gros livre entre mes mains, et j'aime avoir des mots plein la bouche. Quoi? Je vous préviens, cette vidéo sera longue, alors il est conseillé de la regarder en mangeant un gros plat de pâtes. J'ai perdu mon frère. Où es-tu? Où voles-tu? Ouvrons le bal avec les éditions Stock et ce premier roman. Tout commence à l'automne 2015 avec cette phrase terrible. J'ai perdu mon frère. Olivia, qui est journaliste pour le magazine Elle, apprend la nouvelle et est dévastée. Son absence lui enlève le goût de lire, alors elle se noie dans les phrases des autres. Les mots sont là pour réparer les vivants et réveiller les morts. Alors Olivia prend son stylo et dresse le portrait de son frère, d'abord pour inventer cette nostalgie heureuse, mais aussi pour vivre en bonne compagnie avec la mort. Lui rendre hommage comme il se doit. On découvre un peu sous toutes les coutures son frère, Alexandre, un homme doux, flamboyant, très courageux, très passionnant et qui est surtout très aimé par ses proches. Alexandre qui s'est battu à coups de poing contre la vie, contre ses démons, contre sa mélancolie. Et Olivia nous raconte la manière de faire du sublime avec du sombre. Pour moi, ce roman a été un vrai coup de cœur. Déjà, on commence tout de suite, bim, coup de cœur. Suite à une perte énorme, l'auteur nous apprend à respirer et à vivre pour deux. Belle prise, oh ça pour une belle prise, c'en était une. En apparence, Valentine est une vieille dame tout à fait comme il faut. Hein. Elle est distinguée, fortunée, et en plus, elle est mariée à un ministre. La belle vie, quoi. La belle vie. Enfin, non. Elle s'ennuie, son mari est souvent absent, donc forcément, elle se sent seule. Très seule. Aussi, Valentine cherche le frisson, l'interdit et le shoot d'adrénaline. Et pour mettre un peu de piment dans sa vie et pour un peu tromper son vide, elle vole. Elle vole à la kleptomanie, quel sport épatant. Ça devient un jeu, presque comme un orgasme cérébral, jusqu'au jour où Valentine vole l'objet de trop. Un document qu'elle n'aurait jamais dû voir, un document confidentiel et qui va changer, bouleverser le cours de sa vie et de ses projets. Avec ce roman, Florence explore la condition humaine, appuie et dénonce là où le bas blesse. Cette société du c'est plus fort que moi, du je suis complètement dépendant, complètement accro, avec cette héroïne hitchcockienne et diabolique, un régal. Le silence, c'était quelque chose. Le silence, le vrai, un isolat. Fermé comme une bulle que rien ne pourrait percer. Dans un van, un officier de police est chargé d'une station d'écoute. Via les passants de son secteur, il reçoit en masse des textos, des snaps, des appels téléphoniques, des images, des photos. Un vrai flot d'informations continue. Et au milieu de ce grouillement, il repère un homme devant une boutique d'appareils photos anciens. Et il se demande pourquoi est-ce que lui, il n'aimait rien. Pas de photos, pas de snap, rien que dalle. Aucun signal, aucune connexion. Pourquoi? D'autant que cet inconnu a quelque chose dans ses mains. Alors pour cet officier, cet homme prépare un mauvais coup. Ce deuxième roman moderne, baroque, ambitieux et réaliste, répond à ces questions suivantes. Avec une vie 100% connectée. Cette vie que l'on peut écouter et espionner ne révélerait-elle pas la personne que nous sommes à l'intérieur ou cet autre que nous voulons donner à voir? Existe-t-il une différence entre montrer à la face du monde qui nous sommes vraiment et cet autre qui nourrit un peu les fantasmes et que l'on expose un petit peu partout sur les réseaux sociaux? Ça donne à réfléchir quand même, hein. Boris nous parle de l'identité, à l'heure de la surveillance généralisée, là où au milieu du silence le plus bruyant et le plus tapageur, le danger n'est jamais très loin. Mon père, il a été furax dès qu'il m'a vu. Il disait que j'étais un tueur né, qu'il aurait dû m'étouffer avec un coussin. Il disait que ma tête avait beau être énorme, il n'y avait que dalle à l'intérieur.
Deuxième roman et deuxième claque. Dans ce village, on l'appelle le Baoul, c'est l'idiot du coin, et on ne l'appelle jamais par son nom. Le Baoul est hypermnésique et se souvient de tout. Le Baoul sert de défouloir et de bouc émissaire aux autres. Le Baoul, c'est le miroir de l'humanité. Le Baoul, il parle à sa chaise. Oui, à sa chaise. On était des soldats! On était des héros! Mais que raconte-t-il? Eh bien, son histoire, tout simplement, celle des autres villageois, et du lien qui le relie avec cette gamine retrouvée morte, assassinée, peut-être, on ne sait pas vraiment, et surtout, qui est le coupable? Vous avez 4 heures. Le Baoul, sans doute, il n'a pas l'air tout net, sans doute parce qu'il n'a pas vraiment l'air comme tout le monde, mais les apparences risquent d'être trompeuses. Les alcooliques, ils se saoulent pour que leur vie soit plus rapide que l'ennui. Julie nous embarque dans les montagnes corses avec un roman drôle, cruel et résistant. Elle nous parle de la différence avec un homme qui au fond est comme tous les autres. Un homme simple. Les âmes s'attirent comme des aimants. Invisible fluidité des rencontres au-delà des temps, des langues, des pays. Les âmes s'engendrent de ces rencontres et s'élèvent encore jusqu'au soleil. Nous allons faire la connaissance d'Eli, un psy aux méthodes peu orthodoxes et spécialisé dans la prise en charge des migrants. Sa route va croiser celle d'un nouveau cas, Yuri, ramassé sur le trottoir en train de mendier, qui est immigré de Roumanie. Aussitôt qu'on essaie d'aider Yuri, surviennent des événements étranges. Des tables sont déplacées toutes seules à distance, des pierres précieuses qui explosent, et des maladies incurables qui guérissent en un rien de temps. Alors les enfants accusent Yuri de sorcellerie. Est-ce que Yuri est-il un nouveau dieu, un sorcier, un immigré de la nouvelle génération peut-être? Ou est-il tout simplement un imposteur? Avec beaucoup d'optimisme, d'espoir et de réalisme, Toby nous dresse le portrait de l'étranger que l'on reçoit dans nos terres et qui risquerait d'être une chance pour chacun d'entre nous. Sous l'inconnu que l'on voit, se cache un être d'exception. La socialité dans son expression et son contexte les plus purs. Une très très belle surprise. Une très belle lecture. Les gens ne savent pas qu'ils vont mourir. Ou plutôt, si, ils le sont, mais ils l'oublient. Ils n'y croient pas. C'est ce qui rend la vie supportable. Ah, Paris se portait comme un charme jusqu'à ce jour abominable, superstitieux. Vendredi 13 novembre 2015, les coups de feu retentissent et font plusieurs morts au Bataclan. Par une chance énorme, Pierre et Déborah ne sont pas touchés. Leurs peurs émotionnelles prennent le pas sur leur désir de vivre. Et très vite, ils décident de vivre ensemble et forment une famille recomposée. Il y a Léo, 13 ans, et Salomon, 11 ans. Quand on côtoie la mort et l'horreur d'aussi près, comment ne pas avoir envie de vivre à fond, même quand il sature tous les discours? Ce roman sonne comme un coup de poing. Il résonne en nous et nous fait comprendre que tout peut basculer. Émilie nous parle avec brio de la différence, de l'hypersensibilité, de cette capacité à absorber et à encaisser les émotions, les espoirs tout comme les fragilités de l'autre. Elle nous parle aussi de la religion, de la violence au sein d'une famille comme de la violence des balles et de la vie que l'on mène après les attentats. Une histoire universelle qui nous apprend à surmonter nos peurs dans ce que nous avons de plus rare, la vie. Pourquoi dit-on tomber amoureux? Pourquoi faut-il qu'on tombe? On pourrait tout aussi bien se relever amoureux, voire s'immobiliser. Non, on ne peut pas. L'amour est un sentiment qui demande du mouvement. Un peu de douceur maintenant, avec un premier roman aux éditions Rivage. Dans un monde batailleur et terne, une photographe se balade en ville. Son but est de saisir et d'immortaliser la magie des petits bonheurs et des petits instants du quotidien. Au fil de cette déambulation, elle nous fait partager des souvenirs plus ou moins personnels, des récits et des recueils profonds, qu'ils soient pleins de courage, de valeur, d'humanité et de poésie. C'est super beau. Tout cela prend peu à peu forme et nous dresse le portrait d'une femme d'aujourd'hui. Mais seulement une question reste en suspens. Comment faire pour s'émerveiller et conquérir le monde avec les petits plaisirs qui nous entourent? Alors pour trouver réponse à cette question, il ne suffit pas de chercher si loin que ça. Souvent, le bonheur est là où on sait où regarder. Nous sommes de l'espèce des paumés inclassables, condamnés pour survivre à se faire oublier.
surprenant, émouvant et rafraîchissant est publié aux éditions du Rouergue, un roman qui nous parle encore de la différence, et cette fois sur cette petite peur. Cette peur de vieillir. Fleur est une vieille dame de 76 ans qui se sent mal dans sa peau. Elle est obèse, agoraphobe et vit recluse chez elle en compagnie de son chien. Étant phobique sociale, Fleur sort très peu, uniquement pour aller faire ses courses et pour rendre visite au docteur Borodine en qui elle a vraiment confiance parce qu'elle est pétrie d'angoisses et de manies. Et puis, il y a Harmonie. Harmonie est âgée de 26 ans, elle est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette et ne peut s'empêcher de retenir des gestes amples et violents. Connasse! Alors du coup, ces deux femmes ont un prénom un peu à coucher dehors, un prénom trompeur, car pourtant ces femmes font partie de ce qu'on appelle des bras cassés. Elles vont croiser le chemin de personnages aussi attachants que particuliers, alors mélangez tout ça, ajoutez des situations cocasses et farfelues, très touchantes aussi, et boum, laissez les mots et le style de Marie-Sabine vous emporter. Avec lucidité, ce roman fait du bien et est un appel à la tolérance. On ne perd pas de temps quand on combat. On se dit l'essentiel en 2 coups. On n'a besoin de personne pour nous dicter les phrases. Elles jaillissent des phalanges et percutent les mâchoires. Un uppercut, publié aux éditions Grasset. L'auteur rend hommage à son père, boxeur exceptionnel et forgeron remarquable. René, un homme fragile, sensible, orgueilleux et responsable, qui lisait énormément et qui écrivait sur des petits carnets. C'est cet amour immodéré pour les mots qu'il va se lier d'une amitié solide avec Pierrot. Pierrot, lui, qui devient abbé. Alors évidemment, tout semble les opposer et pourtant jamais ils ne se quitteront. Puis l'abbé propose au boxeur un rôle dans une pièce que lui va accepter et qui jouera pendant des années et des années. Le rôle de Jésus. Ainsi René va apprendre la maîtrise des mots qui est exactement comme la maîtrise des coups que l'on donne et aussi que l'on reçoit, mais peut-être en un petit peu plus difficile. En boxe comme à la scène, on enfile sa tenue, on cogne les répliques jusqu'à devenir champion. Jusqu'à être au point. Une très très belle lecture. J'ai passé un très beau moment. L'amour, ça nous tombe dessus. D'ailleurs, on dit tomber amoureux, mais ce n'est pas nous qui tombons. Ah non, c'est l'amour qui vient du ciel. C'est l'histoire d'un écrivain qui essaie de vivre du mieux qu'il peut. Alors déjà, son fils lui manque. Il fait le tour du monde depuis très longtemps et ne lui donne de moins en moins de nouvelles. Ensuite, il y a son ex-femme qui l'appelle plusieurs fois par jour, qui lui fait plein de reproches. Limite, ça devient une obsession. Ensuite, il y a son éditeur qui lui met la pression pour savoir où est-ce qu'il en est dans l'écriture de son prochain roman. Oui, ça avance, mais finalement, ça n'avance pas. Alors l'auteur passe ses journées à fumer. L'auteur passe ses journées à faire des allers-retours entre les toilettes, la cuisine, les toilettes, et il regarde l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Cette impasse, ce tourbillon d'ennuis et de nœuds qui n'arrive pas à démêler dans sa vie, va prendre une tournure de plus en plus grave, jusqu'au jour où l'auteur va tomber sur une lettre de la part d'une grande admiratrice qu'il lui avait envoyée il y a super longtemps, mais qu'il avait un peu égaré, un peu perdu. L'auteur lit la lettre et à partir de là, comme une théorie de domino, les événements inattendus et spontané s'enchaîne, il va sortir la tête de l'eau, combattre sa solitude et son apathie quotidienne. Gros coup de cœur pour ce roman. L'auteur nous parle avec tendresse d'une quête pour retrouver un peu l'estime de soi-même et contrer la solitude. Parfois on rit beaucoup, mais j'avoue que j'ai quand même versé quelques larmes à la fin pendant les 2-3 dernières pages. Quand on s'y attend pas, un peu comme si on se prenait une grosse vague en plein visage. Je laisse couler les larmes, c'est à leur place au fond du puits que je devrais être, à leur place, morte, nulle part ailleurs. Aux éditions Sabine Westspicer, nous allons suivre la vie et le quotidien peu scrupuleux de cette femme, à l'aéroport de Roissy avec sa valise derrière elle. Est-ce qu'elle voyage? Non. Est-ce qu'elle attend quelqu'un à l'aéroport? Non plus. Mais alors qui est-elle? Que fait-elle? Elle-même ne le sait pas vraiment. Elle vit sans mémoire, sans passé. Autrement dit, c'est une sans domicile fixe, déguisée en passagère et qui n'hésite pas à s'inventer plusieurs vies. Oui, cette femme vit à Roissy, mange à Roissy et dort à Roissy. Mais elle n'est pas la seule et elle va faire connaissance et se lier d'amitié avec plusieurs personnes qui sont exactement comme elle et qu'on surnomme des indécelables. Alors comment vivre, voire survivre dans ce lieu très humain, rempli de 1000 histoires et de voyages différents? Mais surtout, le roman qui est traversé par cette quête identitaire répondra
à cette question, comment peut-on en arriver à vivre comme ça? Et surtout, pourquoi? Qu'a-t-il pu bien arriver à cette femme pour qu'elle fasse cet aéroport son lieu de vie? Eh bien, la réponse dans ce roman surprenant et polyphonique, où la Renaissance règne, où la Renaissance a sa place, mais où il est surtout question d'amour. Une très belle découverte, une très belle surprise, j'ai adoré. La rumeur est une lèpre qui vole d'une haleine bouffie de mesquinerie à des oreilles complices déjà contaminées. Une infection qui remplit comme elle peut la vie des malheureux qui ne vivent que par elle. Aux éditions Julliard, un auteur débarque et nous signe un premier roman. Arthur n'a que 22 ans et nous lâche cette bombe, dénonce et raconte le climat d'un monde extrêmement violent et très stressant. Ça se passe dans les classes préparatoires, dans cette bourgeoisie pseudo-intellectuelle, où les autres qui ne pensent pas comme nous ou n'agissent pas comme nous doivent être exclus, comme une sorte de duel entre ces deux inégalités. L'auteur dénonce aussi l'éducation élitiste à la française, comme des machines à broyer les individus. L'ascenseur émotionnel va vite redescendre et tout ne va pas se passer si bien que l'on pensait au départ. Comment bâtir une vie qui nous ressemble sans pour autant entrer dans la folie, sans devenir dingue, sans se sentir oppressé et humilié? Comment avoir sa part de liberté au sein d'un formatage spirituel incessant, mais qui ne pourrait pas vraiment nous ressembler et qui nous est plutôt imposé? J'ai trouvé ce roman d'apprentissage d'une maturité admirable. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur ce jeune auteur qui débarque comme ça, et notamment sur ses méthodes de travail. J'ai trouvé ça tellement enrichissant, passionnant, écrit au scalpel. Chaque mot est bien pensé, bien pesé, et c'est féroce. C'est féroce! Lorsqu'il disparut au bout de la route, je revins sur mes pas, ramassai mon sac et descendis dans le fossé chercher un trou où enterrer la ceinture d'explosifs. Ah, et en parlant de bombes, toujours aux éditions Julliard, Yasmina Khadra, avec son nouveau roman, nous embarque et nous plonge d'une façon vertigineuse dans les pensées et l'esprit d'un tout jeune kamikaze. Nous sommes en 2015 et Khalil est en compagnie de 3 autres kamikazes aussi, aux idées autant destructrices les unes que les autres. Leur mission, transformer la fête du Stade de France en un deuil planétaire. Alors notre protagoniste s'est noué une ceinture d'explosifs autour de la taille et attend de passer à l'acte. Mais surtout, qui est véritablement cet homme? Et comment en est-il arrivé là? L'auteur évoque notre conquête humanitaire que nous sommes en train de perdre, avec en demi-teinte un contraste brutal entre la finesse et la folie. À cause de la diabolisation forcenée des réseaux sociaux, dans le but de réveiller et d'élargir un petit peu les esprits, l'auteur nous parle comment avancer dans la vie quand on est en quête de soi, d'affectivité, d'acceptation de l'autre et surtout de l'acceptation du bonheur de l'autre. Dans les pays où l'émission avait été diffusée, les candidats, même les perdants, étaient devenus célèbres. Le destin, ça existe, mais c'est banal. Faisons maintenant un saut dans le temps, avec les éditions de l'Observatoire, et plus précisément dans les années 90. Ah là là, les années 90, c'est toute ma génération, c'est... T'as craché dans ton yacht? Le téléphone secret? Tout qu'on fasse ces slips qui se mangent, c'est pas si mauvais que ça. Maman, c'est un slip qui se mange pas, celui-là. Mais le parfum particulier des années 90, eh bien, c'était surtout le début de la fin d'un cycle, la fin d'un siècle, histoire de laisser place au 3e millénaire. Les années 2000 débarquent, tout explose et les nouveautés battent leur plein. Et parmi ces millions et ces millions d'habitants qui découvrent l'an 2000, c'est Johanna que l'on va suivre, c'est Johanna qui va en être témoin. Johanna n'a qu'un souhait et qu'une seule envie, être aimée et être reconnue. Un nouveau programme télévisé inédit en France va débarquer et faire sensation, la
toute première émission de télé-réalité. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. On propose à Johanna de participer, donc forcément elle accepte et tout va changer pour elle. Sa soif de renouveau est maintenant étanchée. Johanna est celle qu'elle voulait être. Elle déchaîne les passions, les chroniques et surtout elle va déchaîner la passion. The story, the love story. Ouais, l'anglais et moi, c'est pas terrible. Cette histoire d'amour si forte, mais à quel prix? Parce que les fragilités ne sont jamais loin. Car maintenant que l'histoire est terminée, comment vivre avec ce destin-là? Comment vivre avec la gloire, la reconnaissance, la célébrité? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Où est-ce qu'on va? J'ai adoré ce bouquin, bordel, je l'ai bouffé. Guillaume nous montre des destins brisés avec ses désillusions, ses rêves et ses espoirs, en mélangeant tendresse et réalisme. C'est croustillant. Ce n'est qu'une fois le mégot écrasé que j'ai pris la mesure de la débandade. Un trou noir avait tout englouti. J'étais seul, personne ne répondait plus à l'appel. Chez les éditions Lattès, il y a du vrai. Un peu désagréable, mais vrai. Le roman commence par une rupture issue d'un amour illégitime et commence par cette phrase glaçante « Ce n'est pas ma vie ». Cet amour que nous dépeint Serge Bramley est un amour resté secret et qui reste secret pendant l'amour et surtout qui reste secret après l'amour. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette rupture en engendre une autre, la rupture des mots, du langage et de l'écriture. Effet boule de neige, l'amour de la langue comme l'amour de l'autre n'est plus. Et l'amour comme les mots peuvent autant sauver qu'ils ne peuvent nous détruire. Voire décider même de notre vie ou de notre mort. Alors pour l'auteur, le monde se referme, et cette méditation autour de ces deux pertes reprendra vie tout doucement par le biais d'une bague. Cette bague qui symbolise l'amour qu'il a perdu. Avec le temps, la bague disparaît quelque part dans Paris. Le temps passe, l'eau coule sous les ponts, et 20 ans plus tard, à 8000 km de la capitale, l'auteur tombe sur une bague qui ressemble étrangement à celle qu'il avait connue. Après quelques recherches, cela ne fait aucun doute, c'est la même bague. C'est la bague. Alors comment a-t-elle pu se retrouver aussi loin dans une boutique de souvenirs? Serge va en saisir la magie, va en saisir le sens, va se remettre à écrire et va nous faire de ce chagrin d'amour une réparation. Cette couture qui rappellera ce qui a existé. Et waouh, j'ai été... Voilà. Je suis resté interdit. Interdit. Il y a une enfance homosexuelle. Cette enfance est la mienne. Elle ne répond à rien, elle ne s'explique pas. Elle est. Nina nous parle de son enfance et de ses origines algériennes, de leur puissance, autant que celle du désir que de la violence. Le désir d'aimer, le désir de la peau. Et puis la violence de l'amour, de la différence d'une femme avec une femme. Pardon. La poésie du mot, de l'identité, dans un contexte historique et social plutôt douloureux. Ce livre m'a un peu rappelé le poème de Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Selon ses souvenirs, Nina raconte sa vie au cœur tantôt en guerre d'Algérie, tantôt en France, les premiers amours, les premières fois avec une femme, mais aussi les premiers moments de honte, de culpabilité. Alors est-ce qu'il faut se cacher ou bien est-ce qu'il faut s'accepter? Ah, difficile de choisir quand un océan sépare la France de l'Algérie, tant sur le plan culturel que social. Donc Nina se retrouve un petit peu entre deux eaux. Et c'est là où la souffrance réveille, c'est là où la souffrance ouvre le cœur et fait trembler les mains. Nina nous offre un roman doux et piquant à la fois. C'est chaud comme les pieds au bord de la plage, mais parfois les nuages noirs ne sont jamais très loin. Partout on nous dévisage. C'était une période difficile pour un Irlandais âgé de 21 ans attiré par les hommes. Les couteaux me faisaient peur et les armes à feu me terrorisaient. Roman étranger, le seul roman étranger dans cette vidéo. Et quel roman! Mais quelle force! Mais quelle claque! Une histoire qui commence à partir des années 40 depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, vers 2015-2016. Voilà.
toute une vie. Elle débute en Irlande, et plus précisément au sud, à Cork. Au début, le père James Monroe accuse une femme d'être une putain, parce qu'elle est seule, parce qu'elle est sans emploi, et parce que surtout elle est enceinte. Elle se voit bannie de la communauté et est contrainte de vivre ailleurs, et doit se débrouiller toute seule afin d'élever son enfant. La pauvre mère à en devenir meurt pendant l'accouchement, et le petit est adopté et va grandir à Dublin. Cet enfant donc c'est Cyril, il grandit, il fait un peu sa vie, les années passent, et il va se lier d'une amitié indéfectible pour Julian. Julian, lui, qui est terriblement beau, voire même sa beauté est un peu dangereuse, quoi. Faut faire un peu attention. Cyril se rend compte qu'il ressent quelque chose pour lui. Quelque chose de très très fort, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Et pendant toute sa vie, pendant tout le long du roman, Cyril, qui est un personnage plein d'optimisme et haut en couleur, va comprendre l'homme qu'il est réellement, quitte parfois à traverser les océans, à souvent voyager et à changer de pays. Tout ça pour comprendre, ouais, 2 fois répétition du mot comprendre, que Cyril est un homme qui aime les hommes. Tout simplement. Mais malheureusement, la vérité ne sera pas si facile à accepter, à avaler et peut-être à montrer un petit peu, un minimum, aux yeux du monde. Parce qu'à cette époque-là, l'Irlande, c'est pas que l'homosexualité, c'est tabou, hein. On sait même pas que ça existe. Là où on refuse de voir la vérité ou même d'entendre la vérité, par exemple où on entend pour les premières fois le mot sida, le mot maladie, le mot cancer gay, c'est contre nature, hein. C'est drôle, c'est touchant, c'est plein de tendresse, on rit, on pleure, voilà. Ce livre parle de la vie, tout simplement une énorme tranche de vie, une évolution magistrale et brillante des années 40 jusqu'à nos jours, en 2015 où... C'était en 2015 ou jusqu'au moment où l'Irlande légalisait le mariage pour tous. Wouhou! Ce ne sont pas tes habits, ta musique, ton sport qui te définira. Ce n'est pas parce que tu es un petit garçon que tu dois aimer les trucs de garçon que la société t'impose. Joue à la poupée si tu en as envie. Ça ne fera pas de toi un monstre. Oh non, bien au contraire. Un premier roman réussi, publié aux éditions Michel Lafon. Parfois, il vaut mieux préférer des amours imparfaites qu'à des amours heureuses. Vincent nous parle du petit orphelin qu'il a été, et de son double romancé qui s'appelle Rubiel. Au début du roman à l'orphelinat, le petit voit son seul copain partir, quitter les murs de l'orphelinat, et pour lui c'est un déchirement, un abandon de plus. Alors il encaisse, il va décider d'apprendre à vivre avec ce fardeau. Donc à l'âge de 4 ans, il quitte de lui-même les murs de l'orphelinat, il s'enfuit, et il disparaît. À partir de là, il connaîtra la violence dans un monde sans foi ni loi, le monde de la rue, ce qui signifie apprendre à être autonome, déjà, apprendre à se nourrir, à se loger, à dormir, à faire face à l'horreur, au froid. C'est vivre, c'est survivre et c'est tenir bon. En parallèle de cette histoire fictive, il y a celle de Vincent, qui nous ouvre ses tripes, son âme, son cœur, son corps, son bide, nous fait partager toutes ses interrogations, ses questions existentielles, ses démons intérieurs, ses envies de compenser et oublier ses vides affectifs, comme par exemple par le sexe, par l'alcool, par la cigarette, par l'amour, jusqu'au jour où il va compenser par quelque chose qui va le sauver. Cette chose, évidemment, ce sont les mots, la lecture, la littérature. Ce roman est bien la preuve que les mots peuvent sauver et peuvent nous faire naître une seconde fois. Pour Vincent, ce roman est une victoire sur la vie, voire peut-être une revanche, je ne sais pas. Mais c'est avant tout, oui, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Rubiel naît une première fois en septembre 1987, mais qui renaît sous le nom de Vincent 4 ans plus tard. Alors que s'est-il passé à travers ces 2 vies, où tout cela cache une volonté de faire, un désir brûlant qui nous anime, qui est ce désir de vivre? Dans ce roman à double voix, Vincent l'adulte laisse l'enfant s'exprimer, libère cette ombre qu'il a enfermée au fond des tréfonds du fond, dans un placard de sa mémoire, pour la retrouver, et il nous dresse un portrait sous plusieurs couches de peinture entre la fiction et le réel. Ce roman est bien la preuve que l'écriture est la peinture de la voix. Écrire, c'est partir à l'étranger. Ne pas écrire, c'est rester immobile et vivre à l'ordinaire. Aux éditions du Cherche-Midi, le roman commence par une conversation téléphonique salée. Oui, l'auteur a insulté son éditeur. Il paraîtrait même qu'il était ivre. On lui demande même si son nouveau roman avance, boire ou écrire, il faut choisir. Avec panache et cynisme, Jean-Marie Gouriot nous brosse un livre captivant et intéressant sur le processus de l'écriture, aussi douloureux soit-il. La solitude des auteurs dans la nuit est terrible. Ça geint,
ça veut voir la lumière. Les livres ne meurent jamais. Ils attendent, ils ont pour passer le temps l'enfer et le purgatoire. Sous l'effet de l'alcool, avec son esprit plus ou moins éparpillé, l'auteur écrit ce qui vient, il nous raconte des anecdotes passionnantes sur Marguerite Duras, Louis-Ferdinand Céline, Gustave Flaubert ou encore Charles Bukowski. C'est un roman très court, donc je ne veux pas en dire davantage, mais j'ai été vraiment sous le charme de sa plume. Ses mots sont mordants, tranchants. C'est un roman qui parle de romans, des poupées russes, voilà, qui sont shootées à la vodka. C'est génial. Jusqu'au moment où on se pose cette question, mais pourquoi j'écris ? Pour qui est-ce que j'écris? C'est quoi écrire? C'est quoi les mots? C'est quoi l'écriture? Les réponses sont à portée de main, on essaye de les choper comme ça, comme des mouches qui volent au vent. Et au moment où on croit enfin les attraper, elles nous échappent parce qu'on a tellement bu, en fait, que la mémoire, bim, ça efface tout. Un très bon roman, qui plus est, un grand cru. Bande mon amour, j'aime que tu bandes pour moi, à mort, je veux te tenir tout le temps par ta queue, je veux que tu ne penses qu'à me défoncer ici maintenant. Mon amour, s'il te plaît, baise-moi. La naissance d'une passion, d'un amour fou, a quand même une grosse part de mystère et répond à des lois inexplicables de l'univers. En revanche, ce qui est explicable et effroyable, c'est l'art et la manière cruelle que la passion possède pour nous consumer, nous brûler, nous tuer de l'intérieur. Le narrateur rencontre Elle, ils s'aiment, ils auront même un enfant. Seulement le personnage de Elle souffre d'une perversion incurable et n'hésite pas à ravager tout ce qui l'entoure comme un ouragan. Comme un ouragan latent. Elle est atteinte de bipolarité, d'anorexie, de comportements compulsifs et extrémistes, et en plus, elle frappe son conjoint. Autrement dit, une véritable bombe à retardement. Son mari, lui, il prend sur lui, il encaisse, il essaie de vivre avec, essaie de trouver des solutions, mais jusqu'au moment où il ne peut plus supporter une seconde de plus cette relation toxique. L'auteur nous parle de comment faire face au terrorisme de l'emprise, de la violence qui est faite à l'égard des hommes, car oui, ça existe, et à la manière d'un puzzle et d'un naufrage amoureux impossible à sauver. Pourquoi est-ce que c'est si déchirant et si difficile de cesser de s'amouracher, de quitter l'autre, alors qu'on sait déjà que c'est toxique, que ça nous nuit, que ça nous détruit? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à quitter ce qui nous blesse? Pour moi, un véritable coup de cœur. Je pouvais pas lâcher ce bouquin, comme si un peu j'étais la victime, quoi, le lecteur victime, qui ne pouvait pas s'arrêter de lire le livre, et impossible à quitter cette histoire toxique. Quand tu t'essouffles, que tu perds pied, que tu te dis que tu n'y arriveras jamais, là, maintenant, se séparer, demander le divorce une bonne fois pour toutes, car quand on n'a pas le choix, on prend sur soi, on fait avec et on s'habitue à perdre, à souffrir, à manquer. Chez Flammarion, Amélie nous brosse un premier roman sous fond lui aussi d'un amour toxique et malsain. En gros, l'histoire d'une femme accablée par les insultes de son mari. Et elle note tout. La moindre insulte à tel jour, à telle heure, à tel endroit dans son petit carnet, et elle noircit, elle écrit, rien ne lui échappe. Pourtant chez eux, tout allait bien dans le meilleur des mondes, voilà, ils s'aimaient, enfin normal, la passion, le romantisme, voilà, tout était là au sein de ce couple, voilà, pour que ça tienne. Ils avaient même eu un enfant, et puis le moment était arrivé. Le geste blessant qui irrite, l'insulte, le mot tranchant comme une lame de rasoir. Les années passent, puis plus rien. Elle croit alors que son mari est guéri, que ça y est, c'est fait, c'est du passé, c'est derrière nous. Eh ben non, dommage. Cette humiliation permanente qui revient et qui débarque comme ça, comme des boulets de canon. Et là, à maintenant 40 ans, c'est un peu le milieu de la vie, elle fait le bilan et là elle décide. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit rester avec cet homme toxique ou bien est-ce qu'elle doit s'enfuir? Elle doit se barrer, elle doit couper les ponts, elle doit faire un choix, elle doit tranché. J'ai été soufflé et surtout agréablement surpris par la psychologie des personnages et l'angle d'écriture que j'ai trouvé moi très bien tourné, très bien construit, très bien ficelé. C'est une histoire d'amour-haine insouciante, émouvante et très humaine. La peur est mauvaise conseillère mais bien souvent la première à se présenter. Nous sommes en 2017, été 2017, et Lise n'en peut plus.
plus. Elle en a assez de Paris, du bruit, du stress, de la pollution. Ce qu'elle veut, c'est du calme, du bien-être. C'est cette plénitude qu'elle recherche. Elle en a assez des réseaux sociaux et de ce flux d'informations constant, permanent et ce qui... Elle étouffe. Elle, ce qu'elle veut, c'est se ressourcer au milieu de nulle part, là où la nature exulte et domine. Nature luxuriante. Attention, mais très sauvage. Elle en parle à Franck, à son mari, qui lui est un homme très connecté et qui a besoin de l'être pour son travail. Finalement, il accepte et ils partent tous les deux, très loin dans le Lot. Jusque-là, je dirais, tout va bien. Tout va bien dans ce bouquin. Mais ce que ce couple ignore, c'est du passé plutôt troublant et sanglant de cet endroit, puisque personne n'y avait mis les pieds depuis très longtemps. D'autant plus que quelque chose rôde autour de cette maison. Et les villageois, eux, savent quelque chose, mais ne disent rien. Il y a des cris, des déchirements de bêtes, la terreur qui n'est jamais loin derrière les collines. Et en parallèle de notre époque, là, avec ce couple moderne, nous allons remonter dans le temps avec un siècle en arrière, plus précisément au temps de la Première Guerre mondiale. Ces deux temps vont finir par s'alterner, se superposer, se croiser un peu comme un millefeuille, n'hésitant pas à semer la peur et le doute sur son passage. Alors, qui sera le chien? Qui sera le loup? Qui sera ce chien-loup? La réponse dans ce bouquin magistral. Un sale état, des visages marqués, il y en a qui étaient maigres, des maladies aux poumons, au foie, aux reins, des maladies de peau, hypertension, des allergies, des cancers. Il y a des gars, ils portent depuis qu'ils sont tout petits. Mais ils portent leur vie, madame. Aux éditions de la Table Ronde, Véronique nous brosse le portrait d'un homme exceptionnel, qui est notre exact contemporain, Monsieur Vianney. Roman entièrement dialogué, ou presque. Et on sait déjà où est-ce qu'on va aller. Mon père, j'ai fini par le tuer, un soir comme les autres. Je voulais juste qu'on dîne en paix. Je l'ai tué et avec mes frères, on a roulé son corps dans un tapis. Elle, sociologue au sein d'une association, est venue pour poser des questions à Monsieur Vianney, âgé de 50 ans et qui vit dans un appartement minuscule. Il passe ses journées du matin au soir à enchaîner les bières sur bières, à fumer cigarette sur cigarette et surtout à regarder la télévision qui n'est jamais éteinte. Alors Monsieur Vianney va nous parler de sa vie en prison, des foyers d'urgence, de sa famille qu'il ne voit même plus, nous dévoile sa propre vision du monde qui n'est pas si loin de la réalité, bien au contraire. Monsieur Vianney, c'est un peu cette gueule cassée, cette personne qui a du mal à vivre au quotidien mais qui a l'air d'assumer sa vie brisée avec un air à la Samuel Beckett. Au fur et à mesure de leurs échanges, la sociologue est complètement happée et passionnée par cet homme et elle se rend compte même que quelque chose en elle est sur le point de changer, le tout dans un huis clos pudique qui nous interroge sur notre place dans la société et pourquoi est-ce qu'on a du mal à autant trouver sa place dans cette société-là. Une place qui malheureusement n'est peut-être pas donnée à tout le monde. Un livre formidable que j'ai lu d'une seule traite et qui fait réagir. J'en ai connu une comme ça quand elle sortait en boîte. Elle enfermait ses enfants dans leur chambre et le tour était joué. Pourtant elle était infirmière, donc pas complètement conne. En compagnie des éditions Gallimard dans la collection Arbalète, nous sommes à Lyon. Une jeune mère se retrouve toute seule dans cette ville qu'elle ne connaît pas et doit élever toute seule son fils. Elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas comment faire. Malgré la relation fusionnelle qu'elle a avec cet enfant, elle n'a pas les moyens de le placer dans une crèche ni d'engager une babysitter, donc elle se débrouille un peu comme elle peut, elle reste cloîtrée chez elle, elle ne peut pas sortir et petit à petit, elle étouffe. Elle essaie de chercher des conseils sur internet, des conseils d'autres jeunes femmes célibataires qui sont dans le même cas qu'elle. Elle voit que certaines ont le sens de la raison et puis d'autres qui ont carrément envie de tout balader. Limite, elle regrette quasiment d'avoir donné naissance à cet enfant. Et à partir de là, notre héroïne va se sentir un peu comme la chèvre de Monsieur Seguin, en quête de liberté, quitte à lutter contre le loup. Son adrénaline, elle va la puiser le soir, quand l'enfant est endormi, quand il est dans son lit. Petit à petit, les premiers soirs, elle va sortir à quelques mètres de son appartement, puis au fur et à mesure de ses sorties, elle va aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, évidemment en laissant l'enfant tout seul, sans surveillance, chez elle. Seulement, à trop tirer sur la corde, à trop avoir cette soif de liberté et aller de plus en plus loin, la corde va finir par se tendre et se briser. Un accident peut
si vite arrivé. Une plume sublime et très aiguisée qui mesure la réalité des choses. C'est très difficile et pourtant c'est très beau et à la fin j'ai eu une frayeur. Waouh! Un bouquin génial. Je vois des membres ou des têtes arrachées, un homme qu'on ampute, des femmes et enfants qui brûlent devant moi. Premier roman aux éditions de l'Iconoclaste et qui sonne comme un coup de poing. Attention quand même, âme sensible, accrochez-vous à votre slip. Remontons dans les années 60. Le sergent Robert Sipierre est tué d'une balle dans la tête. Et à plus de 2000 km de là, à Paris, sa fiancée apprend la nouvelle dévastée, totalement inconsolable et sombre dans la folie. Des années plus tard, le fils de Daniel devient reporter de guerre. À force de tant voir la mort et l'horreur d'aussi près et surtout les odeurs, à son tour, lui, la folie le guette et pour échapper à cette horreur, il va trouver une échappatoire. C'est la correspondance entre sa mère et ce jeune sergent. Échange épistolaire bouleversant, à fleur de peau, hypersensible, qui m'a un peu rappelé les lettres à Anne de François Mitterrand. C'est beau, c'est tellement beau, ça pue l'amour, c'est beau à en crever. Alors avec cette blessure commune, divisée en trois, l'auteur tresse cette même souffrance et comprend qu'il entre dans quelque chose qui ne lui appartient peut-être pas. Une vraie claque, un livre formidable, plus vrai que nature, un roman plein de lumière construit avec les ténèbres. C'est fort, c'est très fort. Vraiment, merci, merci Jean-Baptiste pour ce grand moment d'émotion. De son visage déformé, écrasé par la main de mon père, je ne discernais plus que sa bouche tordue par la terreur. Toujours dans la même maison d'édition, toujours un premier roman. Attention, nous avons là un de mes plus gros chocs littéraires. Bien, pour façonner une vraie vie, il vous faut un quartier modeste, voire un quartier moche. Un père, chasseur de gros gibier, de préférence prédateur, et s'il a des penchants pervers, malsains, toxiques, c'est encore mieux. Une mère transparente, effacée et détachée, qui ressemble à une amibe qui est une sorte de micro-organisme unicellulaire. L'aînée de la famille, âgée de 10 ans, pleine d'innocence, mais qui va rapidement se confronter à la dureté de la réalité sur sa famille et non seulement sur le reste du monde. Le petit dernier, âgé de 6 ans, plein de vie et plein d'entrain, mais si vous voulez vraiment gâcher le plaisir et réussir cette recette, enlevez-lui tout son dynamisme et remplacez tout ça par de l'apathie et du mutisme. Mélangez tous ces ingrédients ensemble, laissez cuire à température très élevée, mais attention, il faut le servir et le manger glacé. Alors, qu'en pensez-vous? C'était bon, hein? Doux et sucré, n'est-ce pas? Ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce qu'en dessous, il y a une sorte de deuxième couche à l'intérieur. Je vous aurais prévenu, hein, ça c'est à cause du premier ingrédient qu'on a cité tout à l'heure, le père. Peut-être était-il sans doute un peu plus toxique que prévu, un peu plus pervers. Je ne vais pas vraiment vous en dire plus, mais en bref, un roman loufoque, bouleversant et terrible. Adeline nous prend aux tripes et nous raconte la fin de l'innocence, de l'enfance, des espoirs et des désespoirs, violence paternelle et conjugale, des croyances et des illusions qu'on veut à tout prix ancrer dans le réel, mais qui ne se passent pas vraiment comme prévu. Parce qu'on se dit, ben, est-ce que ça, c'est pas vraiment ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ce qu'on n'ose pas voir. Bordel, mais... Oh, la fin m'a complètement scotché. Allez, place au 27e roman sélectionné pour cette rentrée littéraire avec une auteure qui publie son 27e roman. Déroulons le tapis rouge et blanc aux couleurs des éditions Albin Michel. Le suspense a assez duré, parlons du nouveau roman d'Amélie Nothomb, Les Prénoms épicènes. Je reviens, je vais juste chercher un petit truc, hein. J'en ai pour 2 secondes, hein, tu vas voir, avec la magie du montage ça va aller très vite. Je reviens. Ah, oh, quelle magnifique bibliothèque! Je n'ai jamais vu une bibliothèque aussi énorme. Oh là là, quel bonheur d'être ici, quel bonheur, hein? La personne qui aime est toujours la plus forte. La révélation accédait à une réalité supérieure. Elle devenait un monument de l'esprit. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour poser les yeux sur mes entrailles? Il me manque mon accessoire de beauté. Assistant? Servez-moi du champagne, s'il vous plaît.
Quel bonheur. Quel bonheur. Oh putain, je crève de chaud avec ces spots. Moi aussi j'ai chaud et j'ai pas le... Ouais, c'est chaud hein. Même l'équipe technique hein, là-bas, elle a très chaud. Le livre commence par un largage expéditif. En 3 pages, bim! Le voilà éconduit et fou de rage. Ne supportant pas un tel abandon, il va prendre tout son temps pour se venger. Le livre est une vengeance comme on l'aime. Et voilà que Dominique et Claude entrent en scène dans le bouquin et tous deux portent des prénoms épicènes. Eh ben dis donc Jamy, c'est quoi un prénom épicène? Eh bien tout simplement c'est un prénom qui peut aussi bien aller à un homme qu'à une femme et dont l'orthographe ne change pas. Ce sont des prénoms mixtes. Par exemple, Camille est un prénom épicène, Anne est un prénom épicène, Georges, Chris, Niki sont aussi des prénoms épicènes et oui, il y a beaucoup plus de prénoms épicènes qu'on ne le pense. Revenons à Claude et Dominique. L'un séduit l'autre et tombe tout de suite amoureux à la manière d'un filtre d'amour. Un parfum un peu à la Chanel numéro 5. Tous les deux coulent des jours heureux quand ils donnent naissance à leur unique enfant. Et quoi de plus épicène pour un couple épicène avec 2 prénoms épicènes qui veulent donner le prénom le plus épicène du monde? Eh bien, ils l'appellent Épicène. Et Épicène est une fille. Ça fait beaucoup de prénoms épicènes. Toute cette originalité familiale pourrait baigner dans le bain du bonheur. Eh bien, il n'en est rien. La petite Épicène se rend compte vite, très vite, qu'elle n'est pas aimée de son père. Et inversement, voire même pire, Épicène est son père. Elle le hait. C'est vraiment au plus profond des tripes, vraiment viscéral. Et un jour, elle s'est faite une promesse. Elle le tuera. Dans ce roman, Amélie Nothomb nous parle d'une relation toxique entre un père et sa fille. Un très bon cru, hein, comme une coupe de champagne, hein, un peu glaçant, mais dans le fond, terriblement pétillant. Et pour les plus assidus et les plus fidèles d'entre vous, je vous conseille chaleureusement le roman de Michel Robert qui parle et nous dépeint plusieurs entretiens avec Amélie et qui est publié aux éditions de l'Archipel. L'alcool est à consommer avec modération. La littérature, au contraire, est à consommer jusqu'à notre dernier souffle. J'aime la majesté du désastre. Fuyez! Dans 3 heures, je vais raser la ville. Le roman de Daniel Piccoli est né d'un chagrin. Il se déroule en Martinique en mai 1902 et plus précisément à la montagne Pelée. Cette montagne haute de 1397 mètres est un personnage à part entière. Elle nous raconte son histoire, raconte comment se portent les habitants de cette île avant la catastrophe. Pas besoin de vous préciser la fin, on sait forcément de quelle manière ça va finir. C'est un peu un roman Titanic. L'éruption volcanique est imminente et en l'espace de 90 secondes, qui est quand même 1 minute 30, 1 minute 30 dans une vie, c'est quasiment que dalle. En 90 secondes, la montagne Pelée sera coupable d'avoir enlevé la vie à plus de 30 000 personnes. C'est énorme. Cette perturbation naturelle figurera comme les plus meurtrières de toute l'histoire du XXe siècle. Entre désir de miracle et désir de survie, l'auteur s'interroge sur notre vanité et notre courage, et plus précisément sur notre courage d'avoir peur. Et si, finalement, c'était la montagne qui détenait des choses que nous-mêmes nous ne savions pas, une très belle découverte, une plume formidable, je n'en ai pas laissé une seule miette. Un régal. La guerre n'a rien d'essentiel. Les choses essentielles sont le vent, le goût des pierres chaudes, le soleil, les ailes des oiseaux et les cris d'enfants sur la plage. Dans ce récit enflammé, Aurélie nous signe son premier roman et répond à cette question: qu'est-ce qui brille à la même hauteur que le soleil? L'amour ou la mort? Tout en semant au fil des pages des petits cailloux comme le petit pousset, allitération en paix au passage, l'auteur nous emmène dans la vie d'un homme pendant plus de 40 ans en pleine guerre d'Algérie. Une quête d'amour, mais surtout de paix intérieure. Pour cette vie de pierre chaude, la vie n'est pas courte. Elle flotte dans le tourbillon à la manière d'une série de flashs. Elle nous montre combien et comment le moment présent et l'éphémère peut se fissurer en un rien de temps. Par des histoires qui se croisent et qui se tissent, Aurélie nous transporte avec le souffle tiède de la Méditerranée, avec des personnages complexes qui cherchent à refermer leurs plaies. Mais le destin évidemment va s'en mêler, alors comment éviter une nouvelle réouverture? Comment faire pour que ces plaies restent des plaies? C'est un roman que j'ai trouvé très
très doux, un petit peu en contraste, très nuancé mais pas trop entre gris clair et gris foncé, avec des silences, avec des non-dits et c'était super, une très belle petite pépite littéraire que je recommande. La montagne de l'intérieur, c'est un monde âpre, tout en arêtes tranchantes et en dévers abrupts. Depuis les lointains glaciers, il jarrit des cadavres de bêtes et de pins foudroyés. Ah, bienvenue en Argentine les amis. Olivier nous prend la main et nous embarque à plus de 4200 mètres d'altitude. C'est dingue comment un simple roman, de l'encre, du papier, des mots, comment un livre peut nous faire voyager aussi loin alors que nous, simples lecteurs, on voyage en ne bougeant pas le petit doigt, on est en train de lire dans son canapé et je crois que seuls les mots arrivent à faire ça. Les mots sont comme des machines à remonter dans le temps. La littérature me fascine et me fascinera toujours. Aussi sommes-nous plus précisément dans une petite ville de 3500 âmes et c'est là, à cet endroit du monde, que Jonas, pilote d'hélicoptère, se retrouve bloqué suite à une effroyable et énorme tempête de neige. Pour lui, évidemment, c'est la frustration puisqu'il a promis à sa femme et à ses enfants qu'il rentrerait le plus tôt possible. Alors dans ce village, on l'accueille et Jonas va faire la connaissance de Jésus. Ensemble, ils vont boire un verre de pisco, puis 2, puis 3 verres de pisco. Bon. Et à partir de là, on ne sait plus vraiment où se situe la frontière entre le rêve, l'onirique et la réalité. C'est magnifique, c'est magique. Alors Olivier explore, mais d'une façon, waouh, sensationnelle, le synonyme de la liberté du voyage initiatique. Entre enfermement et aventure, c'est quand même très bien dépeint. Où se situe justement cette limite, cette frontière-là aussi, entre attache charnelle de l'existence et celle du lâcher-prise. C'est un roman qui m'a bouleversé, c'est un roman vivifiant sur le corps et sur l'esprit. C'est magnifique, c'est magnifique. Et voilà mes 30 lectures de cette rentrée littéraire. Non, je suis pas d'accord, non. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça à la fin de cette vidéo parce que il me manquait la cerise sur le gâteau, il me manquait ce dernier roman, parce que c'est ma plus grosse claque de cette rentrée littéraire, ma lecture préférée, mon plus gros coup de poing en pleine gueule de tout ce que j'ai lu ici. Je vais vous parler d'un premier roman qui pour moi va aller très très loin. Alors accrochez-vous à votre slip et accrochez-vous surtout à vos tripes. Le verdict de Barre. Enceinte, Marie ne sait plus. Il lui verse du ciment sur la tête. La pâte s'effondre sur elle, l'immobilise, la brûle, l'enterre. Marie suffoque, vomit, se tord de douleur. Elle ne le supportera pas. Aucun doute. Ce n'est pas l'enfant de son mari. À l'heure où beaucoup sortent du silence et dénoncent les hashtags MeToo, balance ton porc, ce roman résonne comme un gros coup de tonnerre et fait bouger les lignes de la société. Viol et châtiment. Tout commence avec un drame familial un peu à la Leila Slimani made in chanson douce. Tout de suite, le ton est donné, Marie a préparé le dîner et a empoisonné toute sa famille. Pourquoi et comment Marie en est-elle arrivée là? Pas de problème, je suis là. Je vais vous en parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les mots sont des machines à remonter dans le temps. Allez! Marie est heureuse. Pas la moindre ombre au tableau. Elle a aussi ses petites habitudes. Elle aime son mari, elle aime son foyer, elle a un travail qui lui plaît. Bon. Mais tout roule quoi. Le portrait d'une femme comme les autres, madame tout le monde quoi. Bon. Et en plus, elle désire même un enfant. C'est le portrait de toutes les femmes. Toutes les femmes peuvent se reconnaître là-dedans. Elle veut un enfant, pas de problème. Le destin va s'en occuper. Enfin... le destin. Je dirais plutôt un homme va s'en occuper. Et quel homme! Hélas, il suffit d'un individu, le plus malsain qui soit, pour que votre parfaite petite vie se mue en un véritable enfer, en un énorme cauchemar. Alors qu'elle sortait du travail, son patron lui propose de la raccompagner chez elle. Bon, Marie n'y voit pas vraiment d'inconvénient, elle accepte. Elle n'aurait jamais dû accepter. La voiture s'arrête, mais pas chez elle, elle s'arrête un petit peu plus loin, dans un lieu un peu plus sombre, un peu plus souterrain, un peu plus silencieux, reculé
est plutôt crasseux. Son boss verrouille les portes de sa voiture comme il verrouillerait les aveux de cette femme. Bon, je vous épargne, vraiment, je vous épargne les détails du viol qui sont décrits dans le bouquin parce que faut s'accrocher, hein. Faut vraiment s'accrocher et pas un mot à qui que ce soit. Bon, d'accord. Alors Marie encaisse. Marie essaie de vivre avec, et même pire, elle pense qu'à travers le silence, elle pense qu'elle s'en sortira, toute seule, sans l'aide de personne, pas même ses proches, pas même son mari. Et cerise sur le gâteau, Marie est enceinte. Avec les mots comme avec les émotions, ce roman est d'une grande violence, qui commence dans le sang et qui finit par le sang. Il nous questionne également sur le corps féminin, sur sa transformation, le tout dans une écriture très nerveuse qui va jusqu'à l'os et même pire qui va jusqu'à l'essentiel. Une vraie claque. C'est mon plus gros coup de cœur et ma meilleure lecture de toute cette rentrée littéraire 2018. Un roman qui dérange, un roman brûlant et glaçant à la fois. Les droits ont même été rachetés aux États-Unis et un peu partout en Europe, tant c'est un succès. J'ai vraiment l'impression que cette année, avec la rentrée littéraire, tout le monde s'est un peu donné le mot pour dénoncer et appuyer là où il faut appuyer, là où ça fait mal. La violence de la société, sous toutes ses coutures qu'elle soit, sous toutes ses formes et toutes ses couleurs, avec des personnages plus atypiques les uns que les autres. J'ai l'impression que ça forme comme une fresque, comme un rébus, avec cette recherche approfondie de l'identité, où on veut à tout prix chercher le bonheur du quotidien un peu partout, tant on voit des horreurs du monde extérieur qui nous traumatisent, quoi. Et j'ai vraiment passé d'excellents moments avec tous ces bouquins. Une rentrée littéraire très remplie, très enrichissante, qui ne m'a pas laissé indifférent. Un régal, un vrai régal. Et j'aimerais vous faire partager cet amour un petit peu plus loin avec vous, avec un concours. Il y aura 4 romans à gagner. Et donc si vous voulez participer, c'est très simple. En gros, vous m'envoyez à cette adresse-là qui s'affiche en dessous, cédric-armen@hotmail.fr, votre participation à tel ou tel bouquin et vous me dites pourquoi est-ce que ce livre vous fait envie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce concours, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, c'est très important pour connaître un petit peu les modalités du concours. Voilà! Je pense que tout a été dit, je pense que tout a été fait. Merci infiniment de tout mon cœur d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me touche, ça me fait vraiment très plaisir et ça me... Voilà, ça me fait des choses à l'intérieur là, vous avez pas idée. En attendant de nous retrouver ici ou un petit peu ailleurs sur les réseaux sociaux où je suis très actif, je vous embrasse bien fort et surtout lisez pour comprendre le monde qui vous entoure, lisez pour comprendre l'homme et lisez pour vous comprendre un peu plus. À très bientôt, je vous aime. Wouhou!